À l'instant où elle a lâché, tu devrais t'excuser auprès de Marc, l'atmosphère a changé. Pas façon film dramatique, hein. Pas de halètement, pas de verre brisé. Juste quelques sourcils qui se lèvent, 2 ou 3 rires crispés, et ce silence qui hurle, on fait comme si on n'avait rien vu de ce carnage social. On était au 34e étage, entouré de tulipes, de vin hors de prix, et de gens qui n'avaient jamais rien bâti de leurs 10 doigts. Et la voilà, souriant à Marc comme s'il avait inventé le feu. Il a ajusté sa veste, comme s'il était chez lui. Elle n'a même pas pris la peine de le présenter. Pas besoin. Tout le monde savait qui il était. C'était sa nouvelle tactique. Se comporter comme une reine qu'on vient tout juste de découvrir. La boîte, le pitch deck, la presse. Elle avait tellement réécrit l'histoire qu'elle finissait par croire à ses propres conneries. Elle avait oublié la nuit où on n'arrivait pas à payer les salaires. La nuit où on a pitché des investisseurs sur un parking. La nuit où j'ai cédé mon seul brevet pour qu'elle obtienne un financement de série A. Et maintenant, devant ces mêmes investisseurs qu'on suppliait à l'époque, elle voulait que je m'excuse auprès de Marc. Un directeur artistique junior devenu, visionnaire de marque, avec une voix de bétonnière et un CV rempli de faux titres de start-up morte. Elle l'a répété. Plus fort, cette fois. Allez, vas-y, dis-le. Merci, Marc, de nous avoir sauvés. Un ton doucereux. Des poignards dans le regard. J'ai croisé son regard, calme. Pas parce que j'étais pas en rogne. J'étais furieux. Mais j'avais décidé il y a des semaines que ce soir, c'était le soir. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste retourné, j'ai marché jusqu'à la table du buffet, et j'ai glissé l'enveloppe sous une flûte de champagne à moitié vide, mon nom embossé en lettres dorées. Simple, discret, et la clé d'un coffre-fort dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Si vous écoutez toujours, abonnez-vous. Ça aide plus que vous ne le pensez. Et croyez-moi, le pire est à venir. Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, j'ai entendu quelqu'un demander, « Il est déjà parti ?» Elle a ri, un peu trop fort. Oh, il va revenir. Il boude toujours. Le mot « boude » m'a piqué. Comique, venant de la femme qui a pleuré pendant 2 jours parce qu'un stagiaire avait mal orthographié son nom sur un badge. Elle pensait que je reviendrais parce que c'était toujours le cas. À chaque fois qu'elle faisait une boulette, qu'elle dépensait trop, qu'elle promettait trop, ou qu'elle en faisait trop, je réparais les pots cassés. J'étais son filet de sécurité. Et le pire ? J'ai laissé faire ça pendant trop longtemps. Mais cette enveloppe, ce n'était pas juste une démission. C'était un détonateur, et elle n'avait aucune idée de ce qu'il allait déclencher. Elle pensait m'avoir humilié, mais elle venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait jamais refermer. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Au moment où elles se sont refermées, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Un seul. Elle riait encore avec Marc, mais ses yeux revenaient sans cesse vers la table, vers l'enveloppe. C'était presque poétique parce que tout ce qu'elle raillait, elle était sur le point d'en hériter. Avec intérêt. Il y a une force dans le silence, surtout quand on a passé des années à se faire couper la parole, à se faire ignorer. Ou, mon préféré, à se faire réinterpréter dans les communiqués de presse de l'entreprise. Le soir où j'ai signé les statuts de la société, elle m'a demandé si je voulais vraiment que mon nom y figure. Elle a dit que ça pourrait semer la confusion. Que ce serait plus simple si elle était le visage. J'ai acquiescé. Pas parce que je ne voulais pas être reconnu, mais parce que je savais que Jean serait la colonne vertébrale. Alors, quand j'ai écrit cette clause de sauvegarde au fin fond des statuts, sous la rubrique « Événement de cessation d'emploi volontaire », ce n'était pas un grand complot de vengeance. C'était une assurance. Froide, légale et contraignante. Le genre de truc que personne ne lit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Surtout pas quelqu'un comme elle, qui survolait chaque page avec l'attention d'un accro au TED Talk. À l'intérieur de cette enveloppe, entre papier de luxe et fureur contenue, se trouvait une lettre d'1 page. Je démissionne, avec effet immédiat. Tous les droits de vote sont abandonnés. La supervision exécutive, conformément à l'article 14b, sera assumée par le fiduciaire désigné. J'avais déposé le document de déclenchement il y a des mois, notarié dans une ville dont elle n'avait jamais entendu parler, daté de 3 jours après que son partenaire créatif ait commencé à apparaître dans notre agenda partagé. Invitation. Et pour tous ceux dans cette pièce qui pensaient que c'était impulsif ? Oh, non.
Je m'étais assuré que le fiduciaire soit quelqu'un que le conseil d'administration respectait. Quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans son jeu. Quelqu'un d'immunisé contre le charme. Le genre de type qui porte du velours côtelé en juillet et qui a déjà fermé toute une division à cause d'une note de sandwich. J'avais également pris des dispositions pour que la clause notifie le président du conseil via un mémo interne sécurisé. Pas par email, pas par téléphone. Une copie papier livrée à la main dans les 15 minutes suivant l'horodatage de ma démission. À l'instant où cette enveloppe a atteint le scanner de la salle des serveurs, le compte à rebours a commencé. La beauté de la chose ? Elle ne le sentirait pas tout de suite. C'est ça l'astuce avec les systèmes, surtout ceux qu'on construit soi-même. On y intègre les conséquences comme une capsule à libération prolongée. Au moment où elle se sentirait mal, il serait irréversible. Il ne s'agissait pas de la détruire. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'avais à faire, c'était retirer mon nom des fondations. Et regarder ce qui se passait quand son ego s'effondrerait. Elle pensait que j'étais juste un ex-mari qui s'effaçait dans l'oubli, un type incapable de prendre une blague, qui avait abandonné trop facilement. Mais je n'abandonnais pas. J'étais en train de retirer la dernière goupille de l'édifice qu'elle croyait sien, laissant la gravité faire le reste. Le problème avec l'arrogance ? Ça rend les gens lents. Pas stupides, juste lents. Elle a vu mon enveloppe. Elle m'a vu partir. Elle a même vu la pièce basculer, comme si quelque chose avait penché. Mais elle sirotait toujours son cocktail comme si rien ne pouvait l'atteindre, comme si l'univers attendrait qu'elle gère les conséquences. Le premier appel a sonné juste au moment où le trio de jazz atteignait son apogée. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, a levé les yeux au ciel et l'a laissé sonner. 20 secondes plus tard, ça a vibré à nouveau. Le même numéro. Elle l'a encore ignoré. Puis est venu le troisième. L'écran s'est illuminé. Hélène. Bureau du président. Ça l'a fait hésiter. Elle s'est éloignée de Marc, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse. Comme si ça avait de l'importance. J'ai continué à marcher, les portes de l'ascenseur déjà ouvertes, mes pieds touchant à peine le sol. Pas parce que je me sentais bien, mais parce que je me sentais lessivé. Ce genre de lessivé que tu ressens quand tu regardes un train que tu as déjà quitté s'écraser contre un mur que tu avais vu venir de loin. Alors que les portes de l'ascenseur commençaient à se refermer, j'ai jeté un coup d'œil en arrière après la disparition de son sourire. Elle s'est retournée lentement, balayant la pièce du regard. Ses yeux se sont fixés sur les miens, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Je n'entendais pas les mots, mais j'ai vu la panique se répandre sur son visage comme de l'encre. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire, il a démissionné ? Quelle clause maintenant ? Je n'ai pas fait signe. Je n'ai même pas cligné des yeux. Les portes l'ont chassé comme un mauvais rêve. En bas, dans le hall, je suis sorti dans l'air froid de la nuit. Le portier a hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour sans réfléchir. Je me suis assis sur le banc en pierre devant l'immeuble, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mes brouillons. L'email était là, en attente. Ligne d'objet vide, pièce jointe prête, horodatage programmé. J'ai tapé 6. Activez le code de transfert de surveillance de la fiducie 409B. Appuyez sur envoyer. Rien de spécial, pas de fanfare, juste faire le boulot. À l'autre bout de la ville, dans un classeur verrouillé d'une entreprise dont personne ne se souvenait que j'utilisais encore, un document scellé était sur le point d'être ouvert. Chaque rapport trimestriel, chaque plainte interne écartée, chaque retraite privée de cadre imputée à la carte de l'entreprise et une signature au bas d'une clause dont elle s'était moquée 5 ans plus tôt. J'avais écrit cette clause après son 3e voyage de rebranding avec son dernier directeur artistique. Elle disait que j'étais paranoïaque, que c'était juste du travail. J'ai acquiescé, j'ai même souri, puis je suis allé voir notre avocat. Le lendemain, elle pensait que la partie était toujours en cours. Elle ne savait pas que le conseil d'administration venait de perdre sa reine et que son roi avait déjà quitté le jeu, mais pas avant de le renverser en partant. Elle a franchi la porte d'entrée comme toujours, les talons claquants, les clés tintant, répétant déjà une plainte qu'elle partagerait avec moi avant d'aller au lit. Mais le condo était silencieux. Pas de jazz des enceintes Bluetooth, pas de marmite qui mijotait sur la cuisinière, juste l'odeur de nettoyant industriel au citron fraîchement appliqué sur les comptoirs. Elle a appelé une fois, ne s'attendant pas vraiment à une réponse. Plus par habitude qu'autre chose. Puis, une fois de plus, un peu plus fort. T'es là ?
Silence. Elle est allée à la cuisine et a vu que le réfrigérateur était vide. Pas seulement nettoyé. Vide. J'avais pris la poêle en fonte qu'elle n'utilisait jamais. La cafetière à piston où elle disait que ça ne correspondait pas à son esthétique et la photo encadrée de Bali qu'elle orientait toujours vers les invités. À la place, un faible carré de mur non dépoussiéré. Et sur le bureau près de la fenêtre où je passais des heures à revoir les budgets pendant qu'elle optimisait l'ambiance. Elle a trouvé une chose. Un post-it, parfaitement centré. Vérifier les statuts constitutifs. Rien d'autre. Elle l'a regardé comme s'il était écrit en code, puis elle a sorti son ordinateur portable. Le Wi-Fi fonctionnait toujours. Bien sûr. Je l'avais prépayé pour les 2 prochains mois par dépit ou par pitié. Pas sûr de savoir lequel. 1 heure plus tard, elle était au téléphone avec son avocat. Minuit. Sa voix était tendue, les bords effilochés par la panique. Il a démissionné, a-t-elle sifflé. À compter d'aujourd'hui. Quels sont les dégâts? Attendez, a-t-il dit lentement. A-t-il démissionné volontairement? Elle a cligné des yeux. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Silence. Puis le bruit de papier qui se mélange. Puis. Alors la clause de fiducie du fondateur se déclenche automatiquement. Je pensais que c'était juste symbolique. Non, a-t-il dit, sa voix plate. C'est exécutoire en vertu de la section 9 des statuts constitutifs si le quai fondateur initial démissionne dans des conditions hostiles. Hostile? Il est sorti d'une soirée, a-t-elle rétorqué. Ouais. Ça compte. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça fait? Il a soupiré. Ça lance une surveillance éthique par une tierce partie. La fiducie nomme un responsable d'examen indépendant ayant le pouvoir immédiat de vérifier le comportement de la haute direction, y compris les conflits d'intérêts, l'utilisation abusive des dépenses, le népotisme et bien, les relations personnelles avec le personnel subalterne. Elle s'est tue. Votre contrat, a-t-il poursuivi. Vos primes de performance, votre pouvoir de décision. Ils sont gelés en attendant un examen. Elle a essayé de rire. C'est ridicule. Ils ne l'appliqueront pas. Ils n'avaient pas ri avec elle. Ce n'était pas pour rien qu'ils ne discutaient jamais en réunion. Ils disaient que ce n'était jamais nécessaire. Elle demanda ce qu'on pouvait faire. RP, juriste, reformulation, manipulation de l'opinion. Sa réponse fut un long silence, suivi de « Tu n'as pas lu la clause, n'est-ce pas ?» Ce n'est pas moi qui l'ai écrite, siffla-t-elle. Non, dit-il. Mais c'était lui. Et maintenant, elle te possède. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'eut rien d'intelligent à répondre, resta juste assise là, à fixer le post-it. Le post-it qui n'était pas une menace. C'était un rappel de la page exacte où son empire avait commencé et où il allait commencer à pourrir. La salle de conférence sentait le café rassis et le stress du papier. Ça avait toujours été le cas, mais cet après-midi, cette odeur avait des dents. Elle s'attendait à trouver le service juridique. Au lieu de ça, elle fut accueillie par 3 membres du conseil d'administration qu'elle tolérait à peine et une femme de l'inspection générale dont elle ne se souvenait pas du nom. Pas d'assistant, pas de mondanité, juste une porte fermée et une enveloppe cartonnée scellée qui l'attendait déjà sur son siège. Ils n'ont pas crié. Ils n'en avaient pas besoin. On se serait cru en train de se noyer lentement. On va droit au but, dit Bernard, le chef de l'inspection, un homme qui lui avait dit un jour, poliment, qu'il ne s'occupait pas d'images. Votre relation avec Marc a été mentionnée dans plusieurs rapports d'employés. Commentaires, photos, dîner. Elle ricana. Quoi, vous convoquez une réunion d'urgence pour des ragots? La femme à sa droite fit glisser le dossier vers elle. Elle l'ouvrit. Ils étaient là. Des captures d'écran de notes de service interne, des notes de frais signalés, des reçus avec des lignes surlignées de sessions de stratégie ou des sessions qui se tenaient opportunément dans un hôtel chic à 2 heures de la ville. Des photos d'un cocktail client. La main de Marc un peu trop bas sur son dos. 2 commentaires anonymes de jeunes collaborateurs, disant que certaines voix semblaient avoir plus d'importance quand elles étaient assises l'une à côté de l'autre en réunion. Rien d'illégal. Pas encore. Mais assez. Assez pour évoquer une chose très précise. Un membre du conseil d'administration s'éclaircit la gorge, sa voix rauque. Saviez-vous que le nom de votre mari figure dans le code de conduite de l'entreprise?
Elle se contenta de le fixer. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Une autre voix, plus froide, intervint. Il n'était pas qu'un conjoint. Il a conçu tout le système de conformité. Chaque règle, chaque façon de signaler les choses. La clause de confiance n'est pas la seule chose qu'il ait laissée, dit la femme de l'inspection générale. Il existe toujours une politique qui stipule que nous devons enquêter sur tout dirigeant s'il y a des preuves qu'il favorise certains employés lors d'embauche ou de promotion. Elle rit, mais c'était un rire forcé. Vous pensez que j'ai promu Marc? Il n'est qu'un. Alors ça ne vous dérangera pas si nous sortons son dossier. Et le vôtre? Quelque chose se figea dans sa poitrine. Parce que Marc avait été promu. Un meilleur titre. Une prime qui venait d'arriver. Elle pensait que personne ne l'avait remarqué. Elle pensait. Elle pensait comme quelqu'un qui croyait que le charme pouvait vaincre la paperasse. C'est alors que Bernard lâcha la bombe. Il ne s'agit pas de violer la loi. Il s'agit de savoir si la personne qui dirige cette entreprise viole les règles mêmes sur lesquelles nous l'avons construite. Et voilà. Le couteau, ses empreintes digitales dessus. Elle ne m'avait pas seulement humilié en public. Elle avait brisé le système même que j'avais conçu pour protéger l'entreprise des gens comme elle. Pas de cris, pas de porte qui claque. Juste une demande. Pendant que nous enquêtons, vous vous mettrez en retrait des décisions stratégiques. Temporaire? Symbolique. Elle essaya d'y croire. Mais en sortant, la responsable de l'inspection distribuait déjà de nouveaux badges d'accès. L'un d'eux n'avait pas son nom. Il portait le mien. Elle avait à peine enlevé son manteau que le téléphone sonna. Le nom à l'écran était celui de la seule personne pour qui elle trouvait toujours du temps. Son père. Elle répondit, la voix tremblante. Salut, papa. Se préparant à la sempiternelle leçon sur les apparences. Mais ce n'était pas cette voix-là. C'était l'ancienne, celle qui hurlait sur les chantiers avant de porter des boutons de manchette. Qu'est-ce que tu as fait? Pas une question. Une exigence. Sa voix tremblait, partagée entre la trahison et la rage financière. Elle essaya de rester calme. C'est sous contrôle. Le service juridique est en train de faire un examen. Il la coupa. Non, c'est moi qui fais un examen parce que je viens de recevoir un appel de Grégory, le président du conseil. Ton conseil d'administration panique. Ton personnel fait fuiter des citations. Et ton mari a déclenché une clause que j'ai aidé à rédiger. Elle se figea. Attends, quoi? Tu crois que je t'ai donné ton capital de départ par bonté de cœur? Cette clause n'était pas seulement son idée, c'était la mienne. J'ai dit que je n'investirais que si on avait un parachute qui ne dépendait pas de toi. C'est. Commença-t-elle, la voix s'élevant. Ne dis rien. Il aboya. Tu l'as humilié publiquement. Tu t'es tenu devant des donateurs et des actionnaires et tu t'es moqué de l'homme qui a passé 5 ans à maintenir cette entreprise à flot pendant que tu te rebrandais pour te mettre dans une impasse. Elle essaya à nouveau. C'était une blague. C'est Marc qui l'a inventé. Je ne sais même pas qui est Marc, rétorqua-t-il sèchement. Tu crois que je n'ai pas enquêté sur l'homme qui rôdait autour de mon investissement? Je savais tout de lui avant que ton assistant n'essaie de l'introduire en douce à cette retraite de leadership. Elle passa à la supplique. Ce n'était pas sérieux. Non, interrompit-il, glacial. Mais ça l'est. À compter de ce matin, tes actions sont gelées. Quoi? Mesure de protection du conseil d'administration. Déclenchée par une enquête de conflit d'intérêts. 6 mois minimum. Pas de dividendes, pas de droit de vote. Rien. Elle resta silencieuse. Jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, continua-t-il, ton poste n'est que de la figuration. Et tu ferais mieux de prier pour qu'aucune autre preuve n'apparaisse. Parce que si c'est le cas, le conseil d'administration votera pour une destitution complète, et je ne les en empêcherai pas. Tu as fait ça toute seule. Et ne m'appelle pas tant que tu n'auras pas trouvé le moyen de réparer tes erreurs. Cet homme que tu as humilié? Il reste l'investissement le plus intelligent que j'ai jamais fait. Et la chose la plus stupide que tu aies jamais perdue. Il raccrocha. Elle fixa l'écran comme s'il l'avait giflé. La pièce lui sembla plus petite, plus froide. Elle scruta l'appartement qu'ils avaient choisi ensemble, réalisant soudain à quel point son empreinte y était encore présente.
Elle pensait avoir gagné. Mais l'argent n'avait jamais été à elle. Et maintenant, le pouvoir non plus. Elle rentra tard du bureau, les cheveux en bataille, les talons éraflés, le manteau à moitié boutonné comme si elle avait oublié comment fonctionnaient les vêtements. Le trajet en voiture avait été silencieux. Pas de podcast, pas d'appel, pas de discours d'encouragement murmuré dans son téléphone. Juste le regard fixe à travers la vitre teintée sur une ville qui, soudain, ne lui souriait plus. Puis elle arriva. L'immeuble était le même, élégant, miroitant, suffisant. Mais le concierge ne lui adressa pas le « Bonsoir, Madame Alston » habituel. Au lieu de cela, il se leva à son approche, les mains à plat sur le comptoir, comme s'il se préparait à quelque chose. « Madame, dit-il prudemment, vous devriez lire ceci. » Il lui tendit un dossier. Pas de logo, gris à l'intérieur. Un document d'une seule page. Légal, tamponné. Classé. Un acte de transfert. Date d'effet, il y a 2 mois. Propriété réattribuée au Alston Compliance Trust. Cédant, son nom complet. Bénéficiaire, le Trust. Aucune mention d'elle? Pas une seule fois. Elle cligna des yeux. C'est une erreur. Je crains que non, dit-il doucement. L'administrateur a changé les codes d'accès ce matin. On nous a dit de ne pas vous laisser entrer à moins que votre nom ne figure sur le nouveau bail d'occupation. Vous vous moquez de moi? J'habite ici. Non, ma cocotte, t'habitais ici. Elle se dirigea en trombe vers l'ascenseur, mais le badge ne fonctionnait pas. Elle le tapota encore et encore. Le voyant restait rouge. Le concierge ajouta, vos affaires ont été emballées et expédiées. Elle se retourna lentement. Où ça? Il ouvrit une autre enveloppe. Livrée ce matin au domaine de Monsieur Keane. La signature confirmait, son père. Bien sûr. Il lui avait dit de ne pas l'appeler tant qu'elle n'aurait pas réparé les choses. Il se disait sans doute que sa maison lui laisserait tout le temps de réfléchir. Elle resta là, stupéfaite. Puis, d'un ton neutre, ils ont tout envoyé. Il hésita. Tout sauf une chose. C'est arrivé dans une enveloppe séparée. Marqué, personnel. Il se pencha sous le bureau et lui tendit un mince paquet. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une photo. La photo de son bureau. Celle qu'elle pensait qu'il n'avait pas remarquée. C'était elle et Marc, souriant, riant sur un toit. Un coin de la photo était brûlé, juste un peu. Comme si quelqu'un y avait approché un briquet pendant quelques secondes, juste assez pour laisser une marque, mais pas assez pour la ruiner. Pas de mots, pas d'insultes, pas de reproches. Juste le poids de la connaissance. Elle s'effondra sur le banc de marbre près de la porte tournante, la photo sur ses genoux. Le condo derrière elle, verrouillé. Son nom effacé de chaque acte, de chaque clause qu'elle pensait avoir modifiée. Le contrat de mariage qu'elle avait rayé contenait une clause, si le mariage était rompu, c'est-à-dire en cas d'humiliation publique ou d'atteinte à sa réputation par l'une ou l'autre partie, le logement disparaissait instantanément, rétroactivement. Elle l'avait signé, s'en était vantée, avait dit, il ne sera jamais assez stupide pour déclencher ça. Et voilà qu'elle était expulsée, non pas par la force, mais par son propre reflet. L'appel arriva juste après minuit. Numéro inconnu, mais elle décrocha quand même. L'écran vibrait contre sa paume, comme s'il était nerveux. Elle répondit à la 3e sonnerie. Sa voix était calme, déjà vaincue. Je ne savais pas qu'il irait aussi loin. C'était Marc. Elle se redressa dans la chambre d'amis du domaine de son père, entourée de la fadeur d'un endroit où elle n'avait plus été la bienvenue depuis l'université. Le matelas était trop mou, les draps sentaient l'amidon, et le silence était une arme. Tu ne savais pas, siffla-t-elle. Tu ne savais pas qu'il avait des protocoles, un trust, une clause d'enquête? Tout mon conseil d'administration m'a écarté ce matin comme si je n'existais pas. Tu m'as dit qu'il était out, répondit Marc. Pas en colère, juste fatigué. Tu as dit qu'il ne voulait même plus de la compagnie. Elle laissa échapper un rire amer. Il n'a jamais été out. Il était la compagnie, espèce d'idiot. Un silence. Puis, eh bien, peut-être que tu n'aurais pas dû le provoquer. Et il raccrocha. Pas de suivi, pas d'excuse. Pas même une once de regret. Juste le son d'une finalité. Elle fixa le téléphone, comme s'il allait sonner à nouveau.
Ce ne fut pas le cas. Elle parcourut sa boîte de réception, le cœur battant. Rien. Pas de réassurance, pas de notes internes. Seulement un nouveau message. 7h03, le lendemain matin, mise à jour RH, avec effet immédiat, Mark Renn a demandé un congé à durée indéterminée. Motif invoqué, épuisement mental et stress liés aux récentes transitions internes. Le conseil d'administration a accepté sa demande et lui offre son soutien total. En pièce jointe, le nouvel organigramme. Son poste était grisé. Et le sien? Disparu. Elle claqua son ordinateur portable, assez fort pour faire vibrer le miroir de la coiffeuse. Le reflet la fixait, pâle, les sourcils légèrement relevés, comme si même son visage avait du mal à croire à quel point elle était devenue obsolète. Mark avait jeté l'éponge. L'homme qui lui glissait des cocktails lors des événements clients, qui lui chuchotait des stratégies à l'oreille comme des préliminaires, qui lui disait qu'elle était plus intelligente que tous les autres. Disparu. Elle fit défiler plus bas, lisant entre les lignes des emails transférés par les membres du conseil d'administration, des mises à jour en copie conformée, agressives et passives, et des bulletins de la direction qui évitaient son nom avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas que les gens se retournaient contre elle. C'était qu'ils ne la voyaient plus du tout. Personne ne la contactait, personne ne la défendait, personne ne demandait même sa version des faits parce qu'ils avaient déjà la sienne. Ou pire, ils avaient ses systèmes. Chaque document, chaque clause, chaque règle qu'elle pensait n'être que pour la forme était maintenant une arme. Et personne n'osait la remettre en question parce qu'il savait qu'il l'avait construite. L'homme qu'elle avait raillé, celui qu'elle avait relégué au rang de relique, de note de bas de page dans sa version révisée de son histoire. Elle réalisa trop tard ce qu'ils avaient toujours su, ils n'avaient jamais élevé la voix, jamais lutté pour les projecteurs, jamais pris le crédit. Mais il avait toujours observé. Discret, calculateur, permanent. Elle n'avait pas seulement perdu un amant, elle avait perdu la protection de son silence. Et maintenant, tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était le sien. Elle arriva avec 2 heures d'avance, vêtue de bleu marine, sérieuse, modeste, inoffensive. Le genre de tenue que les femmes portent quand elles savent qu'elles sont déjà foutues. Son maquillage était discret, ses cheveux tirés en arrière. Pas de talons, juste des chaussures silencieuses et un porte-document en cuir trop grand qu'elle serrait comme une bouée de sauvetage. La salle de conseil était déjà verrouillée quand elle arriva. Vert dépoli. Pas de nom sur la porte, pas de siège pour elle. Elle attendit quand même, arpentant le couloir comme un fantôme. À travers le verre flou, elle pouvait distinguer des formes, des têtes penchées les unes vers les autres. Des papiers passaient, un ordinateur portable tournait, la main du président levée. À un moment donné, quelqu'un sortit une photo imprimée. Elle reconnut la silhouette de son propre corps penché vers Mark. Un autre flash, sa voix sur un clip vidéo muet. Des rires sur un toit terrasse, sa main sur le bas de son dos. À 9h17, un agent de sécurité lui offrit poliment un café. Elle refusa. À 10h42, l'assistante du PDG passa devant elle et lui lança un regard qui ressemblait à une nécrologie. À 11h03, la porte s'ouvrit. Elle se leva rapidement, lissant sa jupe, mais personne ne lui adressa la parole. Personne ne lui fit signe d'entrer. Le président, voûté et à la voix douce, mais maintenant avec plus de pouvoir que jamais, sortit, tenant un dossier de presse. « Nous allons le donner aux médias dans 1 heure, dit-il, sans la regarder. Nous vous remercions de votre coopération. » Elle commença à dire quelque chose, mais le bruit dans le couloir couvrit sa voix. Des téléphones vibraient dans les poches. Une imprimante vrombissait quelque part derrière elle. Des ordinateurs portables cliquaient. Elle jeta un coup d'œil aux documents qu'il lui tendait. Le titre, Restructuration interne et contrôle axé sur la confiance. Un nouveau chapitre. Protocole d'éthique hérité activé par le départ volontaire du cofondateur. Elle feuilleta les premières pages. Des photos, mais aucune d'elles. Pas de citation des premiers investisseurs. Aucun crédit à son nom. Des déclarations du comité de surveillance, aucune contestée par elle. Et en gras, à mi-chemin du communiqué, le conseil d'administration tient à saluer l'intégrité de notre membre fondateur qui a initié cette transition non pas dans la colère, mais dans un silence de principe. Nous le remercions pour ses années de gestion et sa dignité silencieuse durant une période de transition critique. Voilà comment ils l'ont formulé. Dignité silencieuse. Aucune mention du gala. Aucune mention de Mark.
Pas un mot sur la femme arpentant le couloir devant une salle qui s'ouvrait automatiquement quand elle entendait ses talons. Plus tard dans l'après-midi, l'article fit le tour des revues spécialisées. Une déclaration propre, parfaite pour les relations publiques. Pas de scandale. Juste une remise à zéro de la conformité, un réalignement des rôles de direction, et une demande douce et impersonnelle qu'une dirigeante se retire des opérations quotidiennes. Pendant la période d'examen, elle n'était pas nommée. Il l'avait effacée sans la licencier. Réduite au silence sans combat. Mise à l'écart sans la toucher. À 15 heures, son badge d'accès était suspendu. À 17 heures, sa biographie d'entreprise fut discrètement supprimée du site, et à 18 heures, le nouvel organigramme fut rendu public. Mon nom n'était pas en haut, mais il était dans la note de bas de page. L'infrastructure de surveillance originale développée par le cadre du cofondateur reste intacte. Elle se tenait devant l'immeuble, ce soir-là, à regarder les lumières s'éteindre étage après étage. À l'intérieur, la machine continuait de tourner sans elle, et elle comprit enfin, il n'avait pas eu besoin de la détruire. Il avait juste eu besoin de rappeler à l'entreprise qui avait conçu les engrenages. Le paquet était mince. Pas d'adresse de retour. Remis en main propre, pas par la poste. Le genre d'enveloppe qui sentait légèrement les conséquences. Elle la trouva sur la console en marbre à l'entrée de la propriété de son père, glissée à côté du journal d'hier. Pas de coursier, pas de signature nécessaire. Juste là, comme si elle avait toujours été censée arriver. Elle l'ouvrit lentement, s'attendant à du jargon juridique, peut-être une dernière insulte. Au lieu de cela, une seule feuille de papier, manuscrite mon écriture. Je ne suis pas parti à cause de Marc. Je suis parti parce que tu as cessé de me voir. Tu as cessé de poser des questions. Tu as cessé d'écouter les réponses. Tu nous as transformés en slogan de campagne et tu as oublié que j'étais une personne, pas un accessoire. Les mots la frappèrent plus fort qu'un verdict de tribunal. Tes excuses n'auraient eu aucun sens, mais tes actes ceux-là ont eu des conséquences. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la responsabilisation. Et tu as signé chaque page. Elle s'assit lentement, les mains tremblantes. Derrière la lettre, un autre document. Un certificat de donation. Officiel, Gaufret. Un don à 7 chiffres à l'association à but non lucratif qu'elle avait jadis ridiculisé lors d'un dîner du conseil d'administration, celle qu'elle qualifiait de « hobby pour homme coupable ». Sauf que maintenant, elle était la bénéficiaire d'une dotation générationnelle en son nom, les fonds prélevés sur ses actions gelés, liquidés, traités et soumis en vertu du pouvoir du trust. La fondation avait même mis à jour son site web. Son nom figurait désormais sur le mur des donateurs, dans la catégorie partenaire héritage. Je n'ai même pas su que c'était arrivé. La date ? Le matin de ma démission. Au bas de la lettre, une dernière ligne à l'encre claire et sans équivoque. J'espère que la vue depuis le toit valait le coup. Il n'y avait pas de signature, juste un espace blanc. Elle se renversa, fixa le plafond, et essaya de se sentir en colère. Mais il ne restait plus personne à blâmer. Pas Marc. Il était parti. Pas son père. Il avait cessé de répondre à ses appels. Pas le conseil d'administration. Il passait déjà à autre chose. Et moi, j'étais parti il y a des mois. Elle ne l'a remarqué que lorsque tous les autres l'ont fait. Maintenant, elle était assise dans une maison qu'elle n'avait pas choisie, dans une pièce qu'elle n'avait pas décorée, avec un nom sur un don qu'elle n'avait pas fait, imprimé sur du papier acheté avec de l'argent qu'elle pensait inépuisable. Pas de communiqué à publier, pas de récit à inventer. Juste une seule vérité manuscrite. Elle avait réécrit leur histoire, et c'était la fin qu'elle avait méritée. Yeah, you can press the button. Okay. Trail. Well, he's either clairvoyant or I'm being set up. Guess the My deceitful God. 9 must be a room number then.
So many lockpicks. Why? Right? Crazy. We not open any of these? Shame, there's loot and like. Key card, probably. Don't know where the fuck you find it. How the hell are we gonna find room number 9? Oh, 9? Yeah, 9. Is the last room. That's a good question. Maybe 109. Or it's down. What is it, downstairs? Oh. Oh, this card works. Holy shit. There we go. A lot of key cards for a lot of different rooms. Should be able to unlock them all now. Sorry. And they were downstairs?